Match Plus, Paris Match en podcast. Bonjour, bienvenue ici au cœur de la rédaction de Paris Match. Vous savez que depuis maintenant presque un an, nous avons déplacé les studios de Match Plus. Nous sommes à l'auditorium de Levallois, là où Match Plus, justement, chaque semaine reçoit les témoins de l'actualité. Cette semaine, nous avons le plaisir d'avoir avec nous un homme de télévision, mais aussi un homme de radio qui voyage beaucoup. Nous allons avec lui à Tahiti pour Tahiti Quest. C'est Benjamin Castaldi. Vous avez tourné sur place à Tahiti. Vous connaissiez l'endroit? Moi, je suis grand fan de la Polynésie parce que j'ai découvert cette région française, faut-il le rappeler, en 2001. Et ça paraît bête de dire ça, mais Tahiti, c'est je pense, un des plus beaux endroits du monde. Et c'est vrai que quand on est là-bas, il y a une magie. Alors il y a ceux qui détestent, je ne sais pas pourquoi, puis il y a ceux qui adorent. Et ceux qui adorent, généralement, sont vaccinés et reviennent assez régulièrement. Très naturellement, et je mentirais si je disais le contraire, quand on anime un jeu, quoi qu'il se passe, on a forcément une famille qui vous attire plus que les autres parce qu'elles sont plus sympathiques, plus drôles, plus bon. Mais ça c'est normal, c'est la vie. Je vous dirais pas quelle était ma famille préférée, mais c'est vrai qu'il y a forcément des choses qui se passent entre l'animateur et les familles. Et pour vous expliquer le format et le principe, je ne crois pas que toutes les familles se soient entraînées comme des brutes, parce qu'il n'y avait pas besoin d'être un surhomme ou un surenfant pour faire cette émission. Et on ne voulait surtout pas que ce soit ça. Je pense que la qualité qu'il fallait avoir pour cette émission, c'est d'être avant tout solidaire et de prendre conscience que même quand on est parent, un enfant peut vous aider et peut vous réconforter. Et quand on est un enfant, de prendre conscience que papa et maman, ils ne sont pas indestructibles et ils ne sont pas forcément toujours les meilleurs. Et rien que pour ça, pour cette morale-là, je pense que l'émission va être fou. J'ai fait 3 ans d'interviews sur Europe 1 et que j'ai, je pense, pas achevé parce qu'on n'est jamais arrivé au bout, mais je me suis construit une solide culture que je n'avais pas avant, parce qu'on ne va pas se mentir, on ne connaît pas tout sur tout, mais c'est sûr que quand vous recevez Marie Calter, par exemple, vous avez intérêt un peu à vous renseigner sur le conflit israélo-arabe, tout ça, sinon vous passez pour un vrai couillon. Et 2-3 fois, j'ai été pris en défaut parce que je ne connaissais pas mes sujets, et on a honte. Donc effectivement, ça m'a appris à travailler, ça m'a encouragé à travailler mes dossiers et à jamais me présenter devant quelqu'un sans avoir au moins fait l'effort de préparer une interview et d'aller un peu plus loin et de connaître au moins l'environnement intellectuel et culturel de la personne que je recevais. Et je crois que le souvenir le plus traumatisant que j'ai eu, c'est quand j'ai reçu Françoise Giraud. Elle m'a tourné autour pendant 20 minutes, parce qu'elle m'a évidemment testé, évidemment elle m'a posé des pièges, et puis elle s'est détendue. Et à la fin, elle m'a dit, ben voilà, je suis content parce qu'en fait, j'y croyais pas du tout. À l'époque, je faisais quand même déjà ces 4 stories, et je pense que pour elle, c'était pas forcément la référence intellectuelle, et elle a eu l'honnêteté de reconnaître que c'est pas parce qu'on faisait ces 4 stories qu'on était forcément incapable de faire une bonne et une vraie interview, ce qu'elle m'a reconnu. Et ça a été pour moi, je pense, la plus belle médaille de toute ma carrière. Dans la salle à manger, il y avait un planisphère devant moi. J'étais en fait toujours face à ce planisphère, ce qui explique pourquoi j'ai eu 19 sur 20 au bac en géographie. mais donc, dès qu'il y avait des discussions qui commençaient un petit peu à s'animer, etc., mon temps se levait et prenait le planisphère, nous montrait la Russie, etc. Donc évidemment, quand dès l'âge de 7 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 5 ans, vous entendez parler de Khrouchtchev, de tous ces gens-là, forcément vous avez un avantage dans la vie, quoi. Et c'est vrai que moi, ça permet d'avoir ce qu'on appelle un dernier culture et de faire la blague. Ouais. Ma grand-mère passait des heures entières à écrire. Moi, j'étais avec elle à la campagne et je m'ennuyais un petit peu. Donc, je guettais le moment où le bruit de la machine allait s'arrêter pour enfin pouvoir récupérer ma grand-mère. Et généralement, on se mangeait des crêpes et on faisait des bulles de savon. C'est ça que j'avais écrit dans mon premier livre. Simone Signoret a compté. Ah, bah oui, non, mais c'est-à-dire que moi j'étais. C'est rigolo parce que maintenant que je vieillis, parce que le temps passe et forcément je vieillis aussi, je me mets souvent à la place des mômes à qui on dit mais quand est-ce que tu vas arrêter de regarder ces conneries? Et ces conneries, c'est ce qu'il y a aujourd'hui à la télévision. Et je me revois moi, où ma grand-mère était absolument consternée de me voir regarder Albator, Casimir, Goldorak et Candy. Et finalement, à chaque génération, sa référence culturelle. Et les mêmes personnes qui ont regardé Goldorak et Candy sont les mêmes qui sont docteurs, professeurs, médecins, avocats. Aujourd'hui, il y en a certainement qui ont mal tourné, mais je ne crois pas que ce soit à cause de Candy et de Casimir. Et aujourd'hui, c'est pareil, on reproche en môme de moins écrire, de ne pas se cultiver. Mais je pense que c'est une connerie, parce que avec les nouveaux
moyens de communication avec les réseaux sociaux. C'est différent, certes. C'est sûr que l'orthographe en a peut-être un petit peu pas de pâtis, encore que je ne sois pas le meilleur pour donner des conseils, je fais une faute par mot. Mais je pense que cette génération-là, ce sera celle qui, dans 20 ans, 25 ans, sera professeur, médecin, avocat, et pourquoi pas président de la République. Donc, je pense qu'il faut apprendre à relativiser et pas être trop en réaction, et pas être trop réac vis-à-vis de la jeunesse. Et ce que j'ai reproché quand moi j'ai fait la télé-réalité, comme on a mis plein de la figure, c'est de ne pas avoir été assez clairvoyant pour ne pas penser que c'était certes critiquable, mais qu'on ne pouvait pas faire autrement, que ça faisait partie d'une culture de la jeunesse, et que c'est pas parce qu'on regardait des conneries à la télévision qu'on deviendrait un con. Certains deviendront cons, mais c'est pas à cause de la télé-réalité, par exemple. Il y a un vrai problème avec Dieu, c'est que j'ai, pour le coup, été élevé dans une famille totalement athée. Et ma grand-mère... Même à la fin de leur vie oui. Et ma grand-mère, ayant vécu un épisode que je vais vous raconter, qui n'est pas très connu, mais qui va peut-être vous faire comprendre pourquoi elle était à ce point athée, limite anticléricale, c'est qu'elle a eu un enfant qui est mort-né avec mon temps, justement. Personne ne le sait, ça, j'oublie encore un scoop. Et on lui a dit, peu de temps après la mort de l'enfant, il a dit, vous inquiétez pas, on a eu le temps de le baptiser. Et je pense que ça l'a soigné. Je pense que ça l'a soigné à vie de ce genre de choses. Et pour vous? Et pour moi, moi j'ai pas été élevé dans une famille qui était croyante. J'ai quand même, ayant lu beaucoup de livres et ayant beaucoup étudié l'histoire, les religions sont quand même à l'origine de bon nombre de morts depuis des siècles et des siècles. La religion et les doctrines, on va dire, majoritairement. Donc je ne suis pas tellement du tout branché religion. Mais j'ai sûrement tort, hein, parce que je pense qu'il y a des choses très intéressantes à aller chercher derrière tout ça, mais n'ayant pas été élevé là-dedans et trouvant quand même que dans le monde il y a beaucoup d'injustices et beaucoup de choses qui ne vont pas, je me dis que si vraiment il y avait un Dieu et qu'il est censé faire le bien, il faudrait qu'il se réveille quand même. Match Plus, Paris Match en podcast.